Dans mes jours d'optimisme et de bonne humeur, je me rappelle qu'on n'a jamais eu un tel accès au savoir. C'est complètement vertigineux. Je prendrai pour exemple Le Prince de Machiavel. Le Prince de Machiavel qui est disponible dans la collection Folio Librio à 2 euros. C'était quoi Le Prince de Machiavel? Eh ben, c'était un livre écrit par un philosophe de cour, donc Niccolo Machiavelli, à destination du prince, donc bien du régent de la région de l'Italie dans laquelle Machiavelli eh bien vivait. Je suis pas assez calé en histoire de l'Italie pour te dire laquelle, mais en gros voilà, c'est on va dire le summum du consulting, du conseil s'adressant aux régents, au roi, au prince. Qui est le prince? Eh bien, c'est le un sur, alors dans notre pays, je sais plus combien on est, 72 millions. C'est le un sur 72 millions, hein, c'est le chef, c'est celui qui a accès à l'information comme personne d'autre. Donc à l'époque où Machiavel écrit Le Prince sur comment gouverner, ça s'adresse à une personne ultra puissante. De toute façon, le peuple est pour la plupart illettré et ne peut pas lire ce texte. Eh bien aujourd'hui, tu vas dans n'importe quelle librairie ou sur Amazon et pour 2 euros, enfin avec la taxe Bruno Le Maire, il faudra que tu commandes pour 33 euros de plus de bouquins sur Amazon pour pas payer les frais de port. Tu peux lire Le Prince de Machiavel. Et je pense que si tout le monde lisait Le Prince, la soumission générale à la volonté politico-médiatique baisserait drastiquement. Je pense que le taux de vote aussi baisserait drastiquement. Bon, tout le monde ne lit pas Machiavel pour différentes raisons. Déjà parce que je pense que c'est un peu trop inconfortant pour l'esprit humain qui a été, on va dire, habitué, docilisé à croire que les élites œuvraient bien pour son bien-être, pour son intérêt propre. Mais c'est aussi compliqué de lire Machiavel parce que la langue de Machiavel a vieilli. Hein, c'est une langue, voilà, assez. J'ai dû faire vraiment un effort cognitif. J'ai dû m'accrocher pour lire Le Prince de Machiavel quand je l'ai lu. C'est pas facile à lire. Et j'avais envie de parler de ça sur ce podcast, de faire une analogie finalement, enfin un rapprochement entre Shakespeare, donc le célèbre dramaturge anglais, maître de la tragédie, et Michael Bay. Michael Bay, réalisateur considéré comme bourrin, vulgaire, à qui on doit Bad Boys 1 et 2, Transformers, ce genre de film. Moi, j'aime beaucoup Michael Bay comme spectateur. Et je pense surtout à une œuvre qui m'a marqué dans mon enfance. Cette œuvre, c'est The Rock, le Rocher, film de Michael Bay avec Ed Harris, Nicolas Cage et Sean Connery. C'est quoi l'histoire de The Rock? Eh bien, c'est un général de l'armée, donc le général Hummel, joué par Ed Harris, qui dérobe des ogives d'armes chimiques et les pointe vers San Francisco depuis la prison d'Alcatraz, où il a pris bien tout le monde en otage. Donc le rocher, The Rock, il pointe des armes chimiques ultra mortelles sur San Francisco et en gros, il fait chanter le gouvernement américain. Il lui dit voilà, vous avez été, on va dire, machiavélique à plus d'un titre. Vous n'avez pas reconnu la mémoire de nos soldats et vous avez envoyé mes soldats au casse-pipe et j'exige des excuses nationales, la reconnaissance. Voilà. En gros, je viens défendre l'honneur de mes hommes tombés au combat pour défendre vos intérêts et que vous avez oublié, que vous avez jeté comme des vieux Kleenex. Bon, le gouvernement réagit, hein, il aime pas trop qu'on le fasse comme ça chanter, et donc il décide d'envoyer une équipe d'experts, donc le lieutenant John Patrick Mason des SAS britanniques, joué par Sean Connery, qui est incarcéré à vie parce qu'il détient des secrets d'État, donc un super soldat vieillissant. Et Stanley Goodspeed, un chimiste, un petit crack de la chimie, joué par Nicolas Cage, et ils envoient ces deux héros avec toute une équipe de Navy Seals qui se fait massacrer dès le début de l'opération par les hommes de Hummel et les mercenaires engagés par Hummel. Et donc après, Sean Connery et Nicolas Cage doivent survivre et trouver un moyen de désarmer ces roquettes. Mais il y a une tragédie qui a cours en même temps dans l'île, dans The Rock, entre justement le général qui
est prêt à faire des choses extrêmes, à se mettre hors de la loi, mais pour une cause jugée noble. Et eh bien, ces mercenaires qui, eux, sont en fait, des soldats assoiffés de sang, hein. Il y a une différence dans le film entre la dignité de soldat qui agit au nom du bien et de mercenaire qui agit juste pour l'argent et qui veut faire le job. Et donc, en fait, quand le gouvernement américain refuse de payer la rançon, il y a un Mexican standoff, hein. J'adore cette figure dramatique, donc les personnages qui se pointent avec des flingues, les généraux et le général Lemeul versus les mercenaires. Les mercenaires disent on s'en fout, envoyons les armes sur les civils. S'ils voient qu'on bluffe, ils paieront pas, nous on veut être payés, on est là pour l'argent. Et bref, ça finit en carnage. Et il y a un vrai sens du tragique dans cette scène et dans ce film en général, l'essence de la tragédie étant que bien tous perdent, en tout cas du côté militaire, tous perdent, hein, personne ne gagne, les mercenaires. Les mercenaires ont raison aussi, c'est ça aussi qui est déroutant dans The Rock, c'est qu'on est à la fois du côté du bon général et à la fois du côté des méchants. Les méchants n'ont pas complètement tort, ils ont risqué leur vie, ils ont mis leur réputation en jeu, ils se sont grillés. Maintenant, ils doivent aller jusqu'au bout, on peut comprendre aussi leurs raisons. Voilà, c'est tragique, personne ne va vraiment gagner, tout le monde va se flinguer. Enfin d'ailleurs, personne ne va gagner, c'est pas totalement le cas vu que finalement le développement des héros que sont Sean Connery et Nicolas Cage est intéressant à plus d'un titre. Cage s'illustre dans les épreuves et en fait de geeks brillants, de jeunes prodiges, mais surtout d'intellectuels un peu foufou, un peu jouisseurs, il devient un homme. Hein, justement, ce qui lui manquait, cette virilité opérationnelle, lui est transmise par Sean Connery. Sean Connery qui lui regagne eh bien sa liberté, sa dignité à travers cette mission. Voilà, qui est une espèce de figure archétypale finalement de vieux sage guerrier. Donc c'est un mélange, on va dire, de tragédie et de Bildungsroman, hein, ce genre dans lequel un héros naïf passe à travers des épreuves jusqu'à s'accomplir. Finalement, le film raconte à la fois cette tragédie comme ça militaro-politique et l'accomplissement d'un destin individuel de Nicolas Cage. C'est un grand film, hein, franchement, j'adorais quand j'étais gamin, je le revoyais en boucle, et je le revois de temps en temps quand je suis adulte, et surtout j'y pense, et je me dis qu'est-ce que c'est réussi en termes scénaristiques, mais également en termes de dialogue, hein, parce qu'il y a vraiment de la belle punchline, et c'est de la punchline qui a pas vieilli. Voilà, si je dois comparer, je fais ce podcast et je parle de Shakespeare, ça me fait penser à la scène dans laquelle le gamin dans le film Last Action Hero avec Schwarzenegger est condamné à regarder une adaptation de Hamlet en noir et blanc avec Laurence Olivier, je crois, en cours, et il s'ennuie. La langue ne lui parle pas, la langue de Shakespeare, les situations dramatiques, le temps que les personnages mettent à se mettre un coup d'épée, tous les dilemmes moraux, ça peut pas parler à un gamin. Alors ça peut parler à un adulte qui est cultivé, hein, il faut savoir que l'anglais employé par Shakespeare n'est pas l'anglais contemporain, c'est un anglais dans sa grammaire, dans sa syntaxe, dans toutes les tournures de phrases, un anglais bien daté, un vieil anglois. C'est pas non plus de l'anglais médiéval, mais en tout cas voilà, c'est une langue qui est pas facilement accessible. Alors on peut toujours passer par la traduction, mais même là c'est une langue très lyrique, très emphatique. Les motifs de tragédie mis en avant par Shakespeare sont bien sûr intemporels, hein, c'est l'essence des grandes œuvres, de même que bien lire, je sais pas moi, la poétique d'Aristote, c'est intéressant, mais ça sera pas forcément applicable si tu veux apprendre à écrire des histoires en 2025. Et voilà, c'est pas un podcast démagogique pour dire il faut tout mettre à jour. Je trouve juste ça intéressant d'avoir accès à la puissance et à l'ampleur d'une œuvre dans une langue qui soit accessible aujourd'hui. C'est le tour de force qu'a réussi Alessandro Baricco en adaptant l'Iliade justement en version dans une langue et dans un contexte. Il a enlevé le contexte des dieux grecs pour se concentrer sur une guerre de Troie à hauteur d'homme. Et c'est super bien écrit, c'est super engageant et on a finalement l'essence d'Homère quand on lit l'adaptation par Baricco. On peut toujours lire Homère, c'est magnifique que ça soit disponible aussi dans les bonnes librairies. Mais voilà, il faut avoir envie, bien la façon dont les chants sont faits, les longues généalogies des personnages qui sont déployés, lire les notes de bas de page. C'est un autre travail, c'est plus un travail d'historien. Et on n'est pas tous historiens, on n'est pas tous philosophes politiques, sinon on aurait tous lu Machiavel.
on est aussi un moment des lecteurs, des simples spectateurs. Et voilà, j'avais envie de faire une dédicace à The Rock pour dire on a des choses du niveau de Shakespeare, de l'ampleur de Shakespeare, mais accessibles dans la langue d'aujourd'hui et avec des flingues et des punchlines. Et ça, c'est réjouissant. Voilà. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Justement, moi, je voulais pas tenir le discours de il faut à tout prix moderniser. C'est beau que le patrimoine de l'humanité perdure et qu'il soit également remis à jour en termes de style. Voilà, je te dis à demain pour le prochain épisode de La Plume et l'Épée. Et comme d'habitude, prends soin de toi.